Moi, je vis encore avec la papeterie comme si elle était là. Voilà. C'était mon premier domaine, hein, c'est sûr que... Mais moi, c'est émouvant de voir ces ruines, parce que moi, j'ai connu ça toute petite, puisque je suis née là. Et c'est un déchirement, évidemment, de voir ces ruines, là, maintenant. On aimerait bien, pour une bonne fois pour toutes, ne plus les voir, et que quand même, on garde la mémoire de la papeterie, pour garder la trace de cette activité qu'il y a eu pendant une centaine d'années ici. On n'arrivait pas à croire que ça pouvait s'arrêter. C'était pas possible. Il y avait 100 ans que ça tournait. Ça ne pouvait pas s'arrêter. Mais on a compris nos douleurs quand elle s'est bien arrêtée. Nous, on avait constitué notre vie dans ce cadre, et surtout qu'on travaillait, on faisait beaucoup d'heures. Notre vie, c'était l'usine, c'était dormir, manger et travailler. C'était ça, on n'avait même pas idée que la vie existait en plus, quoi. Ah non. Les papeteries Vallée s'installent sur les rives du Léguerre, près de Belle-Île-en-Terre, en 1855. L'usine utilise l'énergie de la rivière. Une roue hydraulique et 2 turbines font tourner les machines. Les papeteries Vallée ont été fondées par mon arrière-grand-père, Jean-François Vallée, venu de Morlaix, où il était déjà fabricant de papier, associé à la famille Andrieux. Une affaire qui remontait de plus de 200 ans. Il était associé depuis longtemps, mais il y avait mésentente, et les Vallée voyaient certainement l'avenir mieux que les Andrieux. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de quitter Glaceland, c'était le nom de l'usine, parce que la rivière qui alimentait Glaceland était trop petite et la force motrice qu'elle procurait à l'usine, trop faible. Et une autre raison, donc ça fait déjà 2 raisons. Une autre raison, c'était la facilité d'approvisionnement en chiffon. Au départ, c'était un moulin à papier. Donc il y avait une grande roue qui tournait là, avec une roue à aube, j'imagine. Et quand ça se remplissait d'eau, ça faisait tourner une grande roue qui était la force motrice de l'usine avant l'arrivée de l'électricité, avant le barrage, quoi. Les chiffons étaient utilisés, ramassés par des chiffonniers et broyés ici. Il y avait une grande meule dans ce bâtiment-là qui broyait les chiffons, qui étaient ensuite lavés, lessivés et transformés en pâte à papier. Voilà, c'était là. On lavait les chiffons ici. Ici, étaient lavés les chiffons qui étaient triés par des femmes. C'était des femmes qui triaient en principe les chiffons. On enlevait toutes les pièces métalliques, tous les boutons, enfin tout ce qu'il y avait. C'était fait ici, à cet endroit-là. Mon arrière-grand-père, donc, étant venu, a fait un gros investissement avec sa fortune et celle de quelques amis. Et c'était l'époque où on pouvait faire un investissement pour 50 ans et plus. Ça a fonctionné sans beaucoup de transformation jusqu'à l'arrivée de mon père en 1907. À l'arrivée de mon père, c'était que le matériel était quand même très fatigué, et puis il n'était plus, même à l'époque, il n'était plus à la hauteur. Et mon père s'est lancé dans la modernisation. Ça a été très dur au début, puis il y a eu la guerre de 14-18 qui a interrompu, mais après il fallait absolument moderniser. En 1925, mon père a fait appel à des capitaux extérieurs, et on a pris pas mal d'actionnaires, et il a fait une très belle modernisation qui a été réalisée en 3 ans. Et qui a duré jusque... Ça a tenu le coup jusque vers 1950, c'est-à-dire 25 ans. Mais l'énergie de la rivière ne suffit plus. C'est alors que Olivier Vallée
décide de produire lui-même son électricité grâce à la construction d'un barrage en aval de l'usine. En 1920 débutent les travaux du barrage de Kernanskilek, qui sera inauguré le 1er septembre 1923. Le barrage ferme la vallée sur une largeur de 110 mètres et une hauteur de 15 mètres, créant une retenue d'eau de 12 hectares. C'est un édifice à la pointe des innovations techniques de l'époque, tant sur le plan de la construction que sur le plan électrique. 3 turbines alimentent en électricité les papeteries. La modernisation entreprise par Olivier Vallée va accroître la production de l'usine, qui va devenir l'une des principales industries des Côtes du Nord. La grande crise américaine de 29 a eu ses répercussions avec quelques années de décalage. Somme toute, la crise a commencé en 1932 en France. Et là, je suis bien passé pour en parler, puisque je suis sorti de l'école centrale en 1932, et je suis venu ici après mon service militaire, donc en 1934. Et là, c'était en pleine crise, et cette crise a duré quelque chose comme 7 ou 8 ans. Et ça a été très très dur. Et je peux vous dire que j'ai commencé comme ingénieur ici, au salaire de 800 francs par mois. Même en comptant comment dirais-je, en francs constants, si vous voulez. Par rapport à la monnaie de maintenant, ça faisait un salaire, c'était de l'ordre de quelque chose comme 3 000 ou 4 000 francs par mois, à tout casser. Et on a vu des périodes infiniment plus dures que maintenant. J'habitais un petit village là-haut, maman tenait une ferme là-bas. Les patrons, après la guerre, le patron, M. Eugène Cadoré, est venu chez moi demander à mon père de venir travailler comme magasinier à l'usine. Tous les hommes en âge de travailler étaient à la guerre à ce moment-là. Donc, dès qu'il a su que mon père était rentré, il est venu lui demander de venir ici comme magasinier. Et il lui a promis de trouver une ferme pour maman, qui tenait une petite ferme à Plougonvert. Et c'était très loin du travail. Mais pendant plusieurs années, mon père a fait la route tous les jours en vélo. Il descendait à vélo aux papeteries de Plougonvert jusqu'ici et il remontait le soir. Et quelques années après, les patrons ont donné à maman une petite ferme au Reste, que le village s'appelle le Reste. Maman a eu une petite ferme et qu'elle a tenue là, donc jusqu'à la fermeture des papeteries aussi. Il fallait travailler pour manger déjà. Il n'y avait pas d'autres ressources à la maison, donc il fallait travailler. J'avais que 15 ans quand j'ai commencé, donc j'avais mon père qui venait de décéder, donc il n'y avait pas le choix. Hein. Ma mère ne travaillait pas, donc il fallait se mettre au boulot pour manger déjà. Je suis rentrée en 1947. Dès le certificat d'études, mon père, qui était déjà magasinier, a demandé à m'embaucher comme trieuse. Et c'est ce qui fut fait quelques semaines après. J'ai commencé à travailler. J'ai eu mon certificat au mois de juin et j'ai commencé à travailler au mois de juillet. Donc vous voyez, 3 ou 4 semaines après le certificat d'études, à 14 ans. Les maisons étaient là, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de parc. Tout est tombé, tout est envahi là. Reste que la rivière. C'est plein de souvenirs, je vous dis, tout ça. Plein. Les trieuses de papier, on les prenait en général à 14 ans. Et il fallait bien 5-6 ans pour en former une valable. Oui, il fallait une agilité de main et puis de la vue aussi remarquable. Le gros emploi, c'était le triage du papier, qui se triait feuille par feuille, le comptage, l'emballage, qui demandait à l'époque beaucoup de main-d'œuvre. Non, on a du mal à repérer.
Je suis rentré le 1er août 1946 au Papeterie Vallée. J'avais 23 ans et je suis resté 19 ans, 19 années. Mon premier emploi a été emballeur. Pendant 3 mois, j'ai été à l'essai et vu que ça commençait à bien aller, j'ai été mis au tonnage. J'étais payé de ce que j'emballais, quoi. Alors j'arrivais à emballer en 8 heures de temps, 6 tonnes par jour. Donc ça me faisait 12 tonnes à remuer malgré tout, quoi. Et en plus de ça, aller les chercher. Mais ça me plaisait, j'étais très bien. Oui, J'ai rentré le même jour. Oui, je suis rentrée le même jour. Enfin, on ne se connaissait pas tellement, hein, mais enfin. Et j'étais aussi, j'étais un petit peu au triage, pas très longtemps. Après, j'étais à l'emballage des cahiers, des ramettes. Et... Oui. Il fallait travailler, ça je sais. Bien Hein, ça. parce que moi, malgré tout, on a dit à la pièce, hein, en 8 heures de temps, quand il fallait que j'emballe 6 tonnes de papier, il fallait les remuer, hein, parce que c'était par paquet, ça dépendait de 10 kilos, 15 kilos, ou ça dépend de la rame que j'avais emballée. Ça on faisait à remuer, les prendre, les emballer, les remettre sur la selle, les expédier. Et les femmes, malgré tout, comme ma femme, là, pour emballer les cahiers, elle avait un compte à faire aussi, quoi. Mais personne ne se plaignait. On était très bien, on était payés régulièrement. Oh oui. Ailleurs, ça aurait été pareil. Hein. Enfin, moi, je ne me plains pas de mon travail, toujours. J'avais 14 ans et demi, puisque j'ai eu mes 14 ans en septembre, donc je ne suis plus retournée à l'école et je suis venue à la papeterie au mois d'avril. C'est-à-dire qu'entre-temps, je faisais la distribution des journaux. Alors il fallait être très tôt le matin et un jour, M. Cadoré, qui était directeur de, je ne me rappelle plus, il était directeur et il m'a vu, alors il est venu vers moi, il me dit, comme il faisait toujours, c'est pas un travail pour toi, ça. Viens me voir à mon bureau et je te ferai rentrer à la papeterie. Et effectivement, je suis venue le voir et peut-être 8-10 jours après, j'étais embauchée. Mon contremaître, étant donné que j'étais la plus jeune et je venais d'arriver, je faisais la navette entre les bureaux. C'est-à-dire le bureau de notre salle de triage où était le contremaître et les bureaux donc, où étaient les grands patrons. Et je faisais la navette comme ça plusieurs fois dans la journée. Et j'aimais bien ça parce que le contremaître me donnait toujours son dessert. Alors, de ce temps-là, un dessert, ça représentait quelque chose parce qu'à la maison, malheureusement, on n'avait pas tous les jours des fruits, tout ça. Donc, pour moi, j'aimais bien. Ceux qui pouvaient continuer leurs études, c'est-à-dire ceux qui avaient les moyens de continuer leurs études, ils ne venaient pas à la papeterie. Mais nous étions 4 enfants, il y avait mon père qui travaillait à la papeterie également, un salaire très bas. Et donc, à la sortie de l'école, c'était évident, il fallait venir là travailler. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jeunes, dès leur certificat d'études quand même, qui représentaient quand même... C'était pas mal déjà à cette époque d'avoir son certificat d'études. Et puis voilà, on savait très bien qu'un jour ou l'autre, on arriverait ici. Et quand on y arrivait, on était content. Et vous savez combien j'étais payée, étant donné que je n'étais pas majeure? 0 francs 15 de l'heure. Je ne sais pas si vous représentez la valeur de l'argent à cette époque-là. Bon, ça c'était en 48, quand je suis rentrée à la papeterie. C'était donc des salaires misérables, quoi. Mon père, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était pas... Donc, il fallait que tout le monde travaille. Et à cette époque-là, mes 2 frères, ils travaillaient déjà. J'avais mon père et mes 2 frères qui travaillaient également. Et ma sœur, par la suite, a pris le même chemin.
Et on a travaillé à 5 dans cette papeterie. Ouais, mon grand-père est arrivé là en 1910 à peu près. Et après mon père en 1912. Et puis moi en 1953. C'était chouette, hein. C'était bien fait comme chose. Bon là tout a été cassé. Tout. Mais les valets, ils avaient fait ça bien. Ah ouais. C'était une entreprise qui marchait bien en 1953 que je suis arrivé là. On était à peu près 150 ou 200 à cette époque-là. Et ça donnait du travail à des gens à moins de 5 km tout autour. Parce que les possibilités de se déplacer à cette époque-là, c'était à pied ou en vélo. Hein. Donc plus loin, il aurait fallu au moins une mobilette. Il y en avait quelques-uns en mobilette quand même. Et ça fait que je suis arrivé là, j'avais 16 ans. C'était normal à cette époque-là de travailler jeune comme ça. Il y en avait qui commençaient à 15 ans. Même mon père est arrivé là à 13 ans. Ah oui. Et moi, à 16 ans, puisqu'il y avait une loi comme quoi on ne pouvait pas être embauché avant 16 ans à cause de l'assurance, quoi. On entrait dans la sécurité sociale à 16 ans, en 1953. Avoir un petit salaire, c'était déjà merveilleux, quoi. Hein. Bah oui. Réussir à faire du papier, on est compte. Moi qui sortais de la ferme. Et ici, c'était un peu comme une oasis de travail dans un désert de chômage. C'était comme ça qu'on pouvait situer l'usine. Ça fait qu'on était quand même assez heureux d'être là, hein. Même si les conditions de travail n'étaient pas idéales tout le temps. Ouais. Alors à l'époque, on arrivait par là, donc à la salle de triage, hein, qui se trouve ici tout de suite. C'était la salle ici. Il y avait d'abord l'emballage et tout de suite après la salle de triage. Où il y avait environ 30 ouvrières, nous étions environ 30 trieuses. Toutes des femmes, bien sûr. Et chacune se mettait à sa place et prenait son tablier en feutre et s'installait pour son travail. Le premier jour de travail, on nous donnait un morceau de feutre usagé avec lequel on fabriquait un tablier pour protéger les vêtements. Donc, parce que le papier, ça use beaucoup les vêtements. Et on nous donnait du feutre pour fabriquer un tablier. Et chacun donc se mettait à son travail. À 8 heures, la sirène sonnait et tout le monde devait être à son poste. Et on commençait à trier du papier jusqu'à midi. On s'est mis dans le bain petit à petit. On nous a appris à trier déjà le papier, à compter, enfin à ouvrir le papier, ça s'appelait faire l'éventail. C'était trier à la main et compter après par rame de 500 feuilles. Mon arrière-grand-père n'était pas ingénieur, parce qu'à l'époque, les ingénieurs étaient rares. Enfin, il avait quand même une auto-formation d'ingénieur. Mon père, lui, mon grand-père, c'était encore la même chose.
On apprenait le métier, le savoir-faire, on l'apprenait sur le tas. Enfin, ils avaient quand même une instruction assez poussée. Mon père, lui, était ingénieur de l'Institut électrotechnique de Nancy, à l'époque où l'électricité était encore dans ses débuts. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, j'étais ingénieur de l'école centrale. En fait, j'ai pas choisi. À l'époque, c'était encore l'époque où le père disait tu seras à l'école centrale et puis tu viendras ici après. Et je l'ai fait. Mais ça paraissait tout à fait normal à l'époque. Ici, on était donc habitué au chiffon. On s'est mis à la pâte, mais lentement. Ça a duré des dizaines d'années. Après la pâte mécanique, on a inventé la pâte chimique, plus tard. La pâte chimique, alors, elle donnait des beaux papiers. La pâte mécanique donnait que des papiers de basse qualité. Alors, on a commencé petit à petit à remplacer le chiffon par des pourcentages de plus en plus grands de pâte chimique qui venaient de Scandinavie. Et jusqu'à la fin de la papeterie, on a continué à employer ces pâtes scandinaves. On était approvisionné par des ports de Pontrieux surtout. Quelquefois aussi Lannion et autres. On recevait des bateaux complets de pâtes de Scandinavie. Pour ça, on était pas mal placés. Premier fabricant national de buvards de chiffon, l'entreprise expédie ses papiers d'impression, d'écriture et d'emballage aux quatre coins de l'Hexagone. Les papeteries de Belle-Île-en-Terre vont compter au début des années 50 jusqu'à 200 employés qui font vivre 1 millier de personnes. L'entreprise et le barrage représentent aux yeux de la population le progrès, le travail et la prospérité. Parce qu'on est né là-dedans et on avait quand même des salaires. Il y avait mon père, mon frère et moi, on était à 3. On rapportait 3 salaires en liquide qu'on mettait sur la table, qui représentait un beau petit tas. Notre mère était restée à la maison, elle avait pris une petite ferme pour rester à la maison, mais avant, elle travaillait au chiffon aussi. Hein. Donc, elle connaissait bien la papeterie aussi. Et elle était restée à la maison avec une petite ferme, et nous, 3 salaires qu'on ramenait de l'usine, c'était formidable, on était aisés. On travaillait dur, mais on était aisés. Et on ne se plaignait pas parce qu'on était aisés quand même. Hein. 3 salaires dans les années 50 et une petite ferme en plus, c'était formidable. Ah ben, là, on faisait 48 heures par semaine. 6 x 8, 48. Plus 4 heures le dimanche matin. 6 heures le dimanche matin, de 6 à 12. 2 factions sur 3. Ceux qui étaient de nuit ne travaillaient pas le dimanche matin. Ils se reposaient quand même. Mais autrement, on faisait 54 heures par semaine. Ça fait qu'on a passé notre existence dans le bout, dans le bruit, tout ça, quoi. On n'avait que le dimanche. 8 heures par jour, debout, à trier le papier, à porter le papier qui était, pour moi, qui ne suis pas grande, qui était lourd quand même, des rames de papier de 500 feuilles, c'était lourd. Et donc, mais j'arrivais quand même à faire... et quand je n'arrivais pas à faire... j'étais aidée par mes copines. Oui, c'était assez dur, mais on ne se rendait pas compte. Je pense que c'était pour tout le monde pareil, donc non, on ne se rendait pas compte. Pour nous, la vie était belle. Il n'y avait pas de stress, pas du tout de stress au travail comme maintenant. C'est pas du tout la même vie, hein. On ne peut pas comparer, je pense, parce que... non, c'était pas du tout... Non, non. Chacun faisait le travail de son mieux, quoi, pour donner satisfaction quand même, parce que c'est vrai, tout dépendait quand même du travail bien fait aussi, hein. On ne connaissait pas d'autres salaires, donc chacun se contentait, hein. On n'avait pas de syndicat, on n'avait rien, donc le patron était roi quand même, quoi.
Mais c'était une petite famille finalement. Enfin, il y avait une différence quand même. Les patrons étaient les patrons, les ouvriers étaient les ouvriers, hein, comme partout. Mais il y avait de bons rapports quand même. Ils étaient au courant de ce qui se passait dans les familles. Quand il y avait des drames ou autre chose, ils accompagnaient quand même les gens, c'est vrai. Ils n'étaient pas très payés, il faut le reconnaître. Les salaires étaient bas. Tout au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre. Mais ils appréciaient beaucoup la stabilité de l'emploi. La stabilité de l'emploi était totale. Il y a eu des périodes de chômage. J'en ai connu. Mais on ne mettait jamais les gens au chômage. On les employait à autre chose. Alors cet escalier-là, je l'ai monté souvent. Hein. Là, c'était les cuves, on les voit d'ailleurs. Ici, il y avait la maison. Et après la guerre, en 45, 46, 47, il y a eu un super mécanicien qui est arrivé là, mais un ouvrier de première classe, attention, Albert Antoine. Et quand il sortait d'une autre usine dans la région parisienne, et il a vu, mais ici, il n'y a pas de syndicat. Alors, il a commencé à parler de ça, on va faire un syndicat. Et ce merveilleux travailleur, si tu es hyper bien considéré avant, est devenu nul, quoi. Aux yeux des patrons, il ne valait plus rien, il était feignant, il était bon à rien et tout, parce qu'il avait parlé de syndicat. Et à la fin, il a été licencié comme ouvrier de troisième catégorie, quoi. On ne peut pas garder ça. Le super ouvrier. Parce qu'il avait parlé de syndicats, il y avait quelques ouvriers qui revenaient de la guerre et qui voulaient aussi être syndiqués, c'est normal. Et là, toute cette histoire de syndicat, ça s'est arrêté là, quand il a été licencié et perdu sa maison, le logement, le travail, tout dehors. Et plus personne après n'a voulu reprendre sa place. Voilà, l'histoire syndicale n'a pas été longue. Un jour de grève. En 1936, c'était une grève plutôt de démonstration. Cette phrase-là, c'était la machine 2. La machine 2, d'ailleurs, on voit les... C'était là-dessus qu'était posé le bâti de la machine. Et là c'était le passage pour gérer la machine. Machine 2. On faisait surtout du carton feutre à partir de fibres de chiffon qui étaient séchées ici avec ça, sous forme de comme du papier ou du carton si on veut, qui était fait là. On vivait là à cette époque, mois de juin, mois de juillet, au moins entre 30 et 40 degrés. Hein. Ah oui, il faisait chaud. Hein. Là, il y en a un. Alors, la rivière passe en dessous et quand on travaillait la nuit, on mettait des lignes de fond dans le canal, quoi. Et on attrapait des anguilles et des truites tout en travaillant. Ça fait qu'on partait de la maison avec des grosses truites. Il y en avait, maintenant il n'y en a plus beaucoup. Quand tout allait bien, parce que des fois on n'avait pas le temps. Et ça fait qu'on attachait la ligne à quelque chose. Et quand la truite avait tiré dessus, quelque chose là était arrivé là. Et ça fait qu'on savait qu'il y avait quelque chose de pris, quoi. Oui. C'était ça la vie de la papeterie. Donc à Belle-Île, la papeterie avait plusieurs maisons, le propriétaire de plusieurs maisons à Belle-Île. Et les ouvriers habitaient dedans. Surtout les ouvriers qualifiés que la papeterie voulait garder, quoi, en leur donnant un logement en plus. Bon, les autres, ils vivaient dans les petites fermes tout autour où leurs femmes s'occupaient de la petite ferme. Et l'homme travaillait ici. Il y avait autrement aussi des couples, ils travaillaient tous les deux dans la papeterie.
la femme au chiffon ou dans la salle, triage et autres, emballage. Donc ils vivaient en couple dans la papeterie, c'était une vie de famille, quoi. La papeterie est devenue une part essentielle de la vie de ses employés. Beaucoup ne se démarquent pas de la vie de l'entreprise et de l'emprise paternaliste de la famille Vallée. Oui, on avait trouvé, oui, à côté, mais on ne voulait pas être au bord de l'eau. Enfin bref. Oui. Nous étions dans les appartements d'abord au départ avec Pruneau, la femme Pruneau. Oui, l'ancienne gendarmerie, il y avait l'ancienne gendarmerie, on a été là. Et après, on était logés ici, alors. C'était très bien. Ici, non, pas ici. Et puis, il y a beaucoup de choses, ils étaient très gentils, les patrons, pour cela. Parce que si on avait quelque chose à acheter ou des dépenses, ils étaient très contents de nous avancer s'il fallait. Sur les salaires. Et puis, ils nous gardaient une somme sur les salaires, quoi, sans intérêt. Ah ben oui. Oui. Hein? Bien. Et là, de l'autre côté, la route de Locmaria, où il y avait une rangée de petites maisons qui appartenaient, pratiquement toute la rangée appartenait aux papeteries, où étaient logés des ouvriers de l'usine. La maison qui est derrière nous a été construite en 1953 et M. Louis Vallée nous a proposé un logement dans cette maison. Et nous l'avons habité 3 mois après notre mariage. Et ma première fille, ma fille Claudine, est née dans cette maison. Au-dessus des douches, en dessous, nous avions les douches qu'on nous demandait d'occuper le vendredi soir. Pour les femmes, c'était le vendredi soir. On nous demandait de venir prendre notre douche et on nous donnait 50 centimes à chaque fois qu'on participait. Mon père prenait note des noms qui passaient à la douche et nous avions 50 centimes sur le salaire, 50 centimes ajoutés à chaque fois que l'on avait pris une douche dans le mois. Pour les femmes, c'était le vendredi et pour les hommes, c'était le samedi. Voilà à quoi ça servait les douches que vous avez là sous ces logements. Et le samedi à 6 h, alors, quand la sirène sonnait, les gens allaient à la douche. Mais il y en a qui y allaient avec leurs serviettes, qui rentrent dans la douche, mais ils ne se mouillaient pas. Ils touchaient quand même les 50 centimes. Quoi. Ça permettait de boire 2 coups de pinard à la sortie. Oui. Je suis rentré aux papeteries en 1955. Jusqu'à la fermeture en 1965. Au début, j'ai travaillé dans un bureau ordinaire. Et après, petit à petit, au bout de 2 ou 3 mois, je suis monté à la comptabilité comme comptable. Et 3 ou 4 mois après, quand le comptable est parti, j'ai pris la suite. Quoi. Nous, enfants, on savait qu'il arrivait du vieux papier à la papeterie pour être broyé ensuite. Et notre plaisir, c'était de venir justement dans ces hangars, fouiller les papiers où nous trouvions des livres et de quoi lire parce que nous n'avions pas de livres à ce moment-là. Nous venions régulièrement, malgré l'interdiction des parents, évidemment, parce que ça pouvait être très dangereux, nous aurions pu mettre le feu et tout ça, mais nous venions en cachette. Donc les premiers livres que j'ai lus, c'est ici que je les ai lus parce que je les ai trouvés là, voilà. À la maison, il n'existait pas de livres, hein, de journaux peut-être, un journal peut-être, mais c'est tout.
Nous avions notre logement, notre petit jardin. Et moi, j'avais ma petite pêche, ma petite chasse. Et le travail, Oui, la paye était régulière. Oui, Alors, tout allait bien, quoi. Pour moi, toujours. Le dimanche, on sortait, on allait, il y avait du cinéma, il y avait le bal, on se rencontrait, il y avait des balles, beaucoup de balles à Belle-Île et dans les environs. On allait souvent au barrage de Kernanskiek, qui n'existe plus non plus. Et c'était notre promenade, ou alors un bal de temps en temps, mais pas souvent. Je ne sortais pas beaucoup. Mais... On a vécu notre jeunesse dans la rivière, hein. Donc on s'amusait, on faisait des radeaux, des petites barques, enfin ce qu'on pouvait pour s'amuser là. Ouais. On se baignait, c'était le bonheur quoi, hein. Vraiment. Ouais. Et puis pêcher la truite, j'ai pêché la truite à la fourchette moi là-dedans. On les repérait et puis on a mangé des truites. On n'avait pas le droit mais on le faisait quand même. Tout ce qui est interdit on savait bien. C'était une belle jeunesse, vous savez. On était très heureux, très heureux. On n'avait pas les sorties qu'il y a maintenant, on n'avait pas les distractions qu'il y a maintenant, mais on savait s'amuser autrement. Je peux vous dire que j'ai connu Belle-Île florissant, vraiment. Après la Seconde Guerre mondiale, le contexte économique va changer. Avec la naissance du marché commun, le commerce du papier s'ouvre à la concurrence. L'entreprise familiale ne peut faire face aux investissements nécessaires à la compétitivité. Dès 1955, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas continuer tout seul. Il fallait absolument faire de nouveaux investissements, puisque maintenant, quand on fait des investissements, c'est pour 10 ans, au maximum. Il fallait absolument qu'on en fasse, mais nous n'avions pas les moyens. J'ai essayé par les banques, j'ai fait des kilos de dossiers pour avoir des aides gouvernementales et autres. Tu peux dire même des dizaines de kilos de dossiers. Ça n'a pas apporté un centime. Alors on a pris le taureau par les cornes et on est passé par des cabinets spécialisés dans la recherche de partenaires. Ça a duré tout de même 2 ans. Et ils ont fini par trouver un groupe belge, c'était un groupe très important, c'était le groupe Balaton. La société Balaton donc, faisait des papiers enduits d'huile de lin, c'était le linoléum, le Balaton. Et tout ça a été remplacé par le plastique. Ça avait été déjà racheté par les papeteries de Prouvy, je pense, dans les années 60. Et là, bon, on sentait que ça basculait. Hein. À ce moment-là, les patrons ont commencé à vendre quelques petites maisons par là, ce qui aurait dû à l'époque peut-être nous mettre à la puce à l'oreille. Mais on n'y pensait pas beaucoup, vous savez, on était jeunes à l'époque et c'est vrai qu'on n'y pensait pas beaucoup, on ne pensait pas à la fermeture. Il y avait certainement moins de fermetures d'entreprises aussi que maintenant. Non, pour ma part, je n'y avais pas pensé. Le papier et le plastique, ce sont deux métiers totalement différents. En admettant qu'on ait eu les moyens de se lancer sur le plastique, c'est pas ici qu'on l'aurait fait. On serait allé je ne sais pas où, moi, dans un endroit beaucoup mieux placé. Ici, on était venu à cause de l'eau, à cause des chiffons, à cause d'autres des fêtes locaux. Et le plastique, il n'était pas pensable de le faire ici. L'entreprise de Belle-Île-en-Terre va cesser son activité le 28 février 1965. Chez les employés et dans la population tout entière, cette fermeture est vécue comme une déchirure qui va laisser un souvenir indélébile. Ah oui, ça a été douloureux hein, pour tout le monde parce que bon, on était logés à la même enseigne, on n'avait pas quitté le pays quoi. Alors tout le monde se demandait vers où aller, qu'est-ce qu'on allait devenir, c'est sûr. Hein. Oui, il y a eu les conséquences ont été très dures. D'abord pour les actionnaires de la papeterie, puisque c'est eux qui avaient apporté l'argent et n'ont pratiquement rien retiré. Pour le personnel qui s'est trouvé sans emploi. Quoique là, tous les personnels, la fermeture a eu lieu à une époque où le personnel
assez qualifié a pu se recaser facilement. Et j'en ai recasé beaucoup, parce que je connaissais tous les fabricants de papier de France. Et souvent, de bons éléments ont trouvé de plus belles situations ailleurs qu'ils en avaient ici. Les laissés pour compte, il n'y en a pas eu beaucoup. Ben, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon emploi, mon pouvoir d'achat, mon logement, tout. Ouais. Et à cette époque-là, le social de maintenant n'existait pas. C'était un remerciement, etc. Mais rien. Ouais. On était quelqu'un sans travail, mais le chômage, on ne connaissait pas. On était quelqu'un sans travail. Si on voulait manger, il fallait travailler tout de suite, à moins d'avoir de l'argent en avance, quoi. Il fallait donc trouver du travail le lendemain. C'est pas rester tourner autour. Pour les commerces, tous les commerces qu'il y avait ici. Il fallait que chacun se débrouille pour trouver du travail. Eux, ils ont perdu plus que nous, peut-être, quoi. Parce que malgré tout, il y avait du monde. On était d'abord au départ à l'usine ici dans les 380 quand même. Ça donnait, quand ils allaient, il y avait 2, 3 boucheries, il y avait des charcuteries, il y avait des, comme Auguste et Vin là aussi. Vêtements, oui. Mais il y avait d'autres pour les souliers. Enfin, il y avait un peu de tous les magasins qui travaillaient malgré tout avec les papeteries. Vu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures pour les déplacements pour aller ailleurs dans les grandes villes, ils travaillaient très bien ici, quoi. Tout le monde s'approvisionnait à Belle-Île, tout l'argent de la papeterie gagné à la papeterie était dépensé à Belle-Île-en-Terre, évidemment. Donc ça a périclité après, les commerces se sont fermés les uns après les autres et ça a été la tristesse, quoi. On s'est demandé ce qu'on allait devenir. Les autres, les jeunes sont partis comme moi apprendre à travailler, etc. Il y en a d'autres qui ont mal vécu tout ça, voire même pas vécu du tout, puisqu'ils ont arrêté leur vie là, à 40-45 ans, il y a 3 comme ça. Là. Ou bien ils se sont alcoolisés et puis ils ont fini leur vie de bonheur. Au fil des années, les bâtiments industriels de la papeterie et le barrage vont se dégrader. Le barrage va fournir son électricité à EDF jusqu'en 1980. Mais l'ampleur des travaux de mise aux normes précipite l'arrêt des installations. Faute d'entretien, le barrage se fissure et devient dangereux pour la population située en aval. Lors des crues liées aux fortes pluies de février 1995, le niveau de l'eau atteint la cote d'alerte et les populations sont évacuées d'urgence. Le Premier ministre d'alors, Édouard Balladur, annonce le démantèlement de Kernon-Skillek au nom de la sécurité publique. Le démantèlement du barrage commence en 1996 par la vidange. En 5 mois, 90 000 tonnes de sédiments vont être aspirées. Le Léguerre refait son lit. Les berges se transforment avec l'apparition d'une végétation sauvage qui les stabilise. En octobre 1996, le barrage est démonté morceau par morceau pour ne laisser que 2 voûtes, dont l'une abritait jadis la salle des machines. À 3 km en amont du barrage de Kernon-Skillek, les friches industrielles de l'ancienne papeterie Vallée menacent et inquiètent les collectivités locales. Oui. Alors donc on n'aurait pas dû faire ça, ni laisser dégrader tous les trucs qu'il y a là comme ça. C'est toute une histoire quand même, une histoire de gens qui ont vécu de cette entreprise. Et je trouve que c'est dommage de laisser dans l'état où c'est. Débrouilleux, on arrive à oublier. Ça c'était après l'emplacement des machines et tout ça. C'était nouveau, ça. Enfin, nouveau.
En 2004, les communautés de Belle-Île-en-Terre et de Bégara, copropriétaires du site, s'engagent dans un projet de réhabilitation. Déconstruction de l'ancienne usine et aménagement paysager, afin de créer un lieu de promenade et d'accueil de manifestations culturelles. Quand je suis arrivé il y a 1 an sur les lieux, je me suis d'abord promené, regardé, et puis observé, étonné d'abord, parce que c'est étonnant de voir ce lieu dans lequel il y aura eu tant de vie et puis tant d'énergie, tant de choses fabriquées, du papier, c'est pas rien pour un dessinateur. Et j'ai vu que tout ce qui avait été quelque chose qui fonctionnait, qui ne semblait pas devoir s'arrêter, avait été en 40 ans, a été dévoré par la végétation et puis usé par le temps, par les intempéries, la pluie. Après une phase d'études commencée au début 2005, les travaux vont démarrer en mars 2006 pour se poursuivre jusque fin 2007. La verdure, elle, pouvait visuellement, effectivement, étouffer tout ce qui avait été en fonctionnement pendant plus d'1 siècle ici, d'une part, mais aussi, elle était, cette verdure, le symbole de l'étouffement des personnes qui ont pu travailler sur ce lieu. C'est-à-dire que ces personnes, elles pouvaient rester dans leur coin, on ne parlait peut-être plus suffisamment de ce qu'elles avaient vécu, et on avait oublié leur mémoire, de la même façon qu'on avait un peu oublié le lieu. J'ai fait un genre de carnet de voyage, mais ce carnet de voyage qui est simplement sur un lieu très restreint. C'est en fait un carnet de chantier. On y pensait, enfant, quand on vient là, on dit tiens, on faisait ci, on faisait ça. Hein? Ah non. 40 ans plus tard, la papeterie est toujours présente dans la mémoire des anciens. Ils sont restés les ouvriers de l'usine. Ce travail de réhabilitation va enfin leur permettre de faire le deuil d'un lieu qui conserve les souvenirs de leur jeunesse, de cette aventure industrielle à laquelle ils ont participé. Une manière aussi de se réapproprier un site qui fut leur espace de travail et qu'ils ont vu se dégrader au fil des ans. Quand c'était en ruine, j'avais l'occasion de passer, je fais mon footing là. Je passais à côté quand même, hein. Souvent toutes les semaines, moi je fais du footing tous les 2 jours. Mais je ne rentrais pas, non je ne rentrais jamais dans l'usine, hein, en ruine, jamais. Je regardais ça et puis je voyais comme les autres. Mais non, en ruine, on trouvait dur de voir ça en ruine quand même. Très dur même, parce que c'était triste. Alors que maintenant, ma foi, on peut en parler et c'est plus gai. C'est vrai, il faut être sincère. Je trouve que ils ont fait un très grand travail. Et pour nous, les anciens ouvriers, et pour moi en tout cas, c'est très important ça. Et là, on s'y retrouve, on reconnaît quand même certains endroits, peut-être pas tous, mais certains. Par exemple, là-bas, l'endroit où se trouvait la salle de triage, on voit très bien maintenant où c'était. Mais je suis perdue là, hein, complètement. Là, tout du long, on ne voyait pas cette eau. Ici, je sais que c'était la salle de triage et le stock, mais là, je ne sais pas ce qu'il y avait non plus. Ah ouais, quand je vois les maisons, oui, dans le fond, là-bas.
Ouais, ça a quand même... je ne me retrouve pas là du tout. Et là, c'était alors le quai de chargement, là, ouais. Et donc la salle était plus loin parce que le quai de chargement venait avant la salle de triage. Ça me rappelle, oui, beaucoup de choses, bien sûr, qui se sont passées il y a très très longtemps, mais qui reviennent quand même à la mémoire sans arrêt. Quand on est sur le site, c'est la papeterie qu'on visite quelque part. Mais bon, c'est plus la papeterie que nous avons connue, mais c'est très très bien. Tout ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est formidable. C'est quand même plus agréable à regarder et à voir. On retrouve bien sûr pas ce qu'on avait avant quand on travaillait, mais quand même c'est mieux que des friches. Voilà, donc là je connais. C'est vrai que les rides, je les collectionne, mais bon, c'est bien moi quand même. Alors je préfère regarder celle du bas quand même, qui est un peu plus jeune. Mais bon. Mais ça m'a fait drôle quand même de me voir sur ce grand panneau. Et plaisir aussi quelque part. Bon. Enfin, je trouve qu'il a exagéré sur les rides quand même, un peu. Oui, c'est toute une histoire. Hein. Ah, je retrouve les lieux que je suis venue avec mon père dans la salle des machines quand j'étais petite et j'ai retrouvé bien sûr des endroits que je connaissais bien, ainsi que les locaux où on triait les chiffons au départ parce que le papier était fait par des vieux chiffons, on récoltait les vieux chiffons. Je pense que ça se passait là. Les souvenirs, on les garde dans la tête, on les garde en mémoire. Voilà. C'est une belle page de notre histoire qui se tourne et puis voilà. Page de notre jeunesse aussi. Ça arrive à tout le monde. De toute façon, plus tard, on sera quelque part là-haut. Et donc, on aura une vue quand même sur la papeterie, puisque c'est là-haut que ça se passe. Donc, on sera bien. On ne quittera jamais la papeterie. De façon ou d'une autre, on l'aura.